Bonjour à tous, bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, voici le sommaire. C'est un sujet qui prend de plus en plus de place dans notre société, celui de la santé mentale. D'après une étude menée par l'Université de Bordeaux, la santé mentale des jeunes Français est au plus bas. En cause, la crise Covid, bien sûr, et ses restrictions, l'inflation et l'inquiétude concernant leur avenir. Nous en parlerons dans un instant avec nos invités. Nous recevrons également en deuxième partie d'émission Stéphanie Bujon, maire adjointe déléguée à la santé de Montrouge. La ville a mis en place des ateliers pédagogiques dans les écoles afin de garder un cerveau en bonne santé et ainsi lutter contre les inégalités. Et puis, ce sera la chronique vue à l'étranger. Ce sera en fin d'émission. Et aujourd'hui, Brandon s'intéresse au problème du harcèlement scolaire au Japon. Mais avant ça, on retrouve Brandon pour l'actu du jour. Bonjour Brandon, ça va ? Bonsoir Mathilde, ça va très bien. Allez, on commence par le déplacement perturbé hier du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. Ma détermination reste sans faille pour aller à la rencontre des élèves et des professeurs, écouter, répondre aux interrogations. Le débat est nécessaire, la violence en est l'exact opposé, a réagi ce matin le ministre de l'Éducation nationale suite aux nombreux manifestants présents hier soir pour son retour à la gare de Lyon à Paris. Et les bruits des casseroles résonnaient malgré un important dispositif policier. Face à la présence des manifestants, Pap Ndiaye a dû être exfiltré par les forces de l'ordre. En début de journée, dans la région lyonnaise, le ministre avait déjà été accueilli par une cinquantaine de manifestants opposés à la réforme des retraites. Sur place, ils avaient tenté de forcer l'entrée de l'Institut national du professorat et de l'éducation, où le ministre était attendu, ce qui l'a obligé à décaler sa visite en fin de journée pour échanger avec les étudiants sur la revalorisation salariale prévue par le gouvernement. C'est l'un des grands projets du gouvernement pour les années à venir. La rénovation thermique des écoles. Et le président de la République a détaillé justement ses intentions. Il avait déjà annoncé en novembre dernier son intention de prendre une initiative sur le sujet. Dans les colonnes du Parisien, le président a indiqué vouloir lancer un grand projet de restauration écologique de nos écoles. Il y a trop d'écoles qui sont des passoires thermiques où les enfants se les gèlent puis ont trop chaud, a poursuivi le président de la République sans pour autant détailler d'enveloppe ni de calendrier précis à ses annonces. Le chef de l'État a également promis des aides financières aux communes, là où les écoles représentent un tiers de la consommation énergétique des bâtiments, d'après un récent rapport. Dans ses annonces, Emmanuel Macron a précisé vouloir aussi accélérer la végétalisation des cours d'école. Un rapport à présent publié cette semaine alerte sur la sécurité des enseignants qui se sentent de plus en plus agressés par les élèves ainsi que par leurs parents. C'est ce qu'indiquent les conclusions du baromètre annuel de l'Autonome de solidarité laïque, une association qui œuvre pour la protection des personnels de l'éducation nationale. Dans ce rapport, on apprend que plus de 4 agressions d'enseignants sur 10 sont commises par des parents. La proportion d'agressions verbales est plus forte dans les écoles maternelles, à 65%, que dans le secondaire, où les agressions physiques dominent à 62%. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a mentionné avoir renforcé la protection fonctionnelle des professeurs. Mais il nous reste encore du travail à faire, notamment sur les réseaux sociaux, a-t-il affirmé. Les réseaux sociaux, là où les enseignants sont de plus en plus insultés, a révélé le rapport de l'Autonome de solidarité laïque. Les outils numériques pour permettre aux parents de contrôler la vie de leurs enfants se multiplient ces dernières années pour le plus grand bonheur des parents. Selon une étude publiée en 2022 par l'Institut Ipsos qui mesure l'impact de la crise sanitaire sur les comportements des familles en ligne, 4 parents sur 10 déclarent avoir déjà utilisé un logiciel espion pour surveiller leur enfant, un chiffre en progression de 70% en 2 ans. Limiter le temps d'écran, bloquer des applications, filtrer leur contenu, voire même consulter les échanges de SMS et écouter les conversations. Les moyens de surveillance des enfants sont devenus légion. Les psychologues alertent sur les dérives du phénomène qui, selon eux, peut troubler l'éducation des enfants, affecter le rapport de confiance entre les parents et les enfants, comme augmenter le niveau d'anxiété. Allez, on termine par une page internationale. En Inde, le gouvernement indien a fortement révisé ses programmes scolaires du secondaire en faisant l'impasse sur une partie importante de son histoire.
Plusieurs siècles d'histoire effacés des manuels scolaires. À partir de la rentrée de juillet, les élèves indiens n'entendront plus parler des pogroms anti-musulmans de 2002, pas plus que de l'assassinat du Mahatma Gandhi en 1948 par un extrémiste hindou. Officiellement, pour le gouvernement, il s'agit d'alléger les manuels scolaires afin de faciliter la reprise pédagogique après la crise sanitaire du Covid-19. Mais les historiens indiens y voient une dangereuse dérive idéologique et politique. Sur les réseaux sociaux, les Indiens préfèrent tourner le sujet en dérision, comme avec la une d'un faux quotidien baptisé The Time of Medieval India, qui titre « Les Mongols effacés de tout, partout, d'un seul coup ». Il s'agit de la 3e révision des manuels scolaires depuis l'arrivée au pouvoir des nationalistes en 2014. Merci beaucoup Brandon, on se retrouve évidemment en fin d'émission. Tout de suite, c'est la question du jour au programme, la santé mentale chez nos jeunes. Et la question du jour, c'est donc la santé mentale chez nos jeunes qui décline. Pour en parler, j'accueille nos 2 invités. Antoine Métayer, bonjour. Bonjour. Vous êtes hypnothérapeute à Boulogne, dans le 92. Et puis face à vous, j'accueille Caïs Sefiane, conseiller à vie lycéenne et élu aussi au lycée Gustave Monod à Enghien-les-Bains, président également de l'association Visage de Jeunes. Bonjour à tous les deux. Secrétaire. Bonjour. Secrétaire, pardon, je vais le modifier tout de suite. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, une grande étude réalisée par l'Université de Bordeaux révèle que la santé mentale chez nos étudiants est au plus bas, en cause la crise sanitaire et ses restrictions. Et puis, effectivement, l'inflation, tout ça. On va en parler tout à l'heure. Antoine Métayer, d'après vous, la crise du Covid est l'une des causes principales du mal-être chez nos jeunes aujourd'hui ou pas? Ça fait quand même déjà 2 ans, 3 ans. Moi, je pense que ça a été un accélérateur. C'est là où on a pu mettre un focus, la lumière sur ce qui n'allait pas. Mais en effet, les jeunes ne vont pas bien depuis maintenant quelques années. Il y a des plans nationaux qui existent. Là, on a mis un point, un focus sur la santé mentale, ce qui s'est multiplié. On a eu des jeunes confinés, en effet, qui ont peut-être aussi ont profité de ce moment-là pour s'exprimer en disant « je ne vais pas bien », chose qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Et là, on paye encore les conséquences, en effet, de ce confinement, de ces multiples confinements. Et puis, voilà, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, mais le manque de psychologues, le manque on va en de parler, prise en bien charge. évidemment, bien sûr, bien sûr. Et donc, forcément, on a des jeunes qui peuvent attendre des fois 4 à 5 mois pour être pris en charge. Ce qui ne fait pas... C'est pas possible, c'est effectivement. Caïs, je me tourne vers vous. Vous êtes jeune, vous avez évidemment connu le confinement comme nous tous, mais vous étiez au lycée déjà ? Au collège. Au collège, d'accord. Comment est-ce que vous avez vécu, vous et vos camarades, ce confinement et cette crise Covid ? Alors, ce confinement a été difficile. Parce que, évidemment, c'était le premier. On n'a pas d'autres occasions de pouvoir commenter un événement de cette sorte. Simplement, il a été difficile parce que... on n'a pas forcément la capacité de parler à nos parents comme on parlerait avec nos amis. On n'a pas forcément la capacité de parler de nos problèmes intimes, de nos problèmes à l'école. Et là, aujourd'hui, de rester cloisonné devant un écran, de ne pas avoir d'interaction, de ne pas pouvoir échanger, de ne pas pouvoir évacuer ce qui s'est passé tout au long d'une journée, ça peut être très pesant. Et ça a ravivé, d'après vous, les inégalités peut-être sociales ? Et peut-être le mal-être s'est accentué chez certains jeunes qui étaient confinés chez eux dans peut-être des conditions précaires ou autres, compliquées. Je pense que le bon mot, oui, c'est accentué. Antoine, on en parlait il y a quelques minutes. Je pense que ces inégalités, elles n'ont pas pris leur essence au moment du confinement. Elles existaient, ça a été mis en lumière. La question des ordinateurs que la région nous a fournis est sans doute un des grands indicateurs des problèmes qui existaient, là au niveau du matériel. Oui. Mais capital culturel et toutes ces choses-là qui font aujourd'hui que les inégalités sont omniprésentes dans tous les foyers de France ne m'étonnent pas plus que ça. Antoine, comment est-ce que vous faites lorsque vous avez des jeunes qui ont j'aime pas dire, on parle de santé mentale, mais en tout cas qui ne vont pas bien, qui ont un vrai mal-être, qui viennent vous voir pour faire de l'hypnose? Comment est-ce que ça se passe? Comment vous les recevez et comment se passe la séance? Peut-être d'abord rappeler que l'hypnose, c'est ni plus ni moins que de la conscience modifiée. Donc pour juste mettre les choses à plat, on va pas faire la poule dans mon cabinet, on va pas partir... Oui, on fait pas du grand spectacle que l'on peut voir parfois. Il y a l'hypnose de spectacle et puis il y a l'hypnose thérapeutique. Et donc moi, l'idée, c'est qu'en effet, le jeune, déjà, dès le moment où il vient dans mon cabinet, c'est qu'il a déjà testé beaucoup de choses avant d'y arriver. Et donc, il est accompagné par sa famille, alors s'il est mineur, par un parent. Et puis, derrière, il a une problématique. Et l'objectif, c'est d'aller chercher la solution. On ne va pas, comme en psychologie, aller chercher le pourquoi du comment. Non, on va aller chercher la solution. C'est de l'immédiateté. C'est de l'immédiateté en
1 à 5 séances. Une séance déjà, on voit les progrès. 5 séances, c'est le maximum que moi je pratique dans mon cabinet. Elle dure combien de temps cette séance? 1h20. Quand même, oui. C'est quand même en étant totalement hypnotisé pendant 1h20. Non. Ah, d'accord. En fait, vous avez une demi-heure, c'est une phase préalable qui permet d'atteindre un objectif. Voilà, vous avez votre problème. Ok, comment est-ce que je vais arriver vers mon objectif? J'ai des angoisses. Je ne vais pas bien. D'accord. C'est quoi ton objectif? Moi, c'est de me libérer et d'être apaisé et d'être bien en société. D'accord. Donc, on détermine un objectif jusqu'à quel moment tu vas pouvoir remarquer que tu vas mieux. Voilà. Et puis ensuite, à partir de ce qui a été décidé en pleine conscience, eh bien, on amène le jeune en état d'hypnose, sachant que jusqu'à 16 ans, le jeune, dans mon cabinet, ne ferme pas les yeux. C'est de l'hypnose conversationnelle, avec des méthodes qu'on utilise pour justement amener d'un état problématique à un état désiré. Et donc, généralement, ils sortent déjà dès la première séance avec... une impression que quelque chose... Il y a vraiment un bien-être quand ils sortent de chez vous. Oui, avec un sourire. Et en fait, on voit le jeune qui est recroquevillé sur lui-même, il ressort, il a déjà un sourire parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que quand on fait de l'hypnose, moi, je fais 50% du boulot. 25%, c'est fait par le jeune qui a décidé de venir avec ses parents. Et puis les 25%, ça va être lui qui va être acteur de son changement. Le fait d'être vigilant, s'il vient pour une angoisse et qu'il se terre dans sa chambre, il faut qu'il soit proactif et qu'il dise, là, il faut que je me sorte de ma chambre et que j'aille voir mes camarades, etc. pour que moi, en deuxième séance, on puisse remédier aux changements, aux problématiques qu'il peut rencontrer. Alors, je vous confirme que l'hypnose fonctionne très bien. Je l'ai utilisée pour arrêter de fumer il y a 8 ans. Okay. Et ça marche très bien, je ne fume toujours pas. Caïs, ça vous dit, vous, l'hypnose, vous l'avez peut-être déjà fait? Alors moi, j'ai fait de la sophrologie. D'accord. C'est vrai que c'est un processus assez long. Je crois que ça se comptait en demi-vingtaine de séances pour des résultats qui, certes, ont été intéressants. Toutefois, je pense que, à la différence sans doute de l'hypnose et de ce que j'ai pu en comprendre, on est vraiment dans un échange entre discussion et pratique, mais pratique à la maison. On est amené à être très autonome sur les techniques respiratoires. Là où l'hypnose, j'ai l'impression qu'il y a un réel accompagnement en direct pour essayer après de le réitérer. Et en effet, ça marche. Vous l'avez essayé pour la cigarette. Moi, ça a été donc pour gérer les angoisses, notamment dues à tous les problèmes que j'engrangeais au niveau des notes. Mais quels sont les premiers symptômes de ce fameux mal-être, pour que peut-être les gens qui nous regardent, que ce soit aussi les familles, pour qu'on commence aussi à comprendre ce que c'est que vraiment le mal-être, et puis les premiers symptômes pour pouvoir commencer très tôt. C'est assez insidieux parce qu'en effet, on va remarquer peut-être des baisses de régime, on va être fatigué. On n'a plus envie de faire des choses. On préfère se murer derrière son téléphone. Là où il pouvait potentiellement avoir de la joie de vivre à entreprendre des choses, il n'y en a plus. Et puis petit à petit, ça peut se transformer en colère, même en affrontement vis-à-vis des parents qui vont essayer de nous booster. Et donc, c'est là qu'on arrive à un moment donné à un point de non-retour où on ne se lève plus pour aller le matin à l'école, phobie scolaire. Certains vont même aller jusqu'au tenter de tentative de suicide. On a les chiffres, c'est impressionnant le nombre d'autres suicides qui ont eu lieu ces dernières années. Donc ça, c'est les premiers signes. Et moi, ce que je voudrais dire à tous les parents, c'est qui viennent me voir en cabinet avec une certaine culpabilité en disant je n'ai rien vu venir. En fait, c'est pas de votre faute. Vous faites c'est un des présupposés en hypnose. Vous faites le meilleur choix que vous avez à votre disposition au moment où vous le faites. Et dès le moment où vous avez essayé de faire des choses pour votre enfant, de l'accompagner, etc., c'est OK. Et dès le moment où ils sont dans mon cabinet, mais on pourrait parler de l'hypnose, mais on pourrait parler de la psychologie, on pourrait parler de plein d'autres thérapies. Le moment où ils ont décidé d'aller accompagner leur enfant, eh bien, c'est déjà une étape d'après. Et ce que j'ai envie de dire aussi aux parents, c'est que si ce que vous faites ne fonctionne pas, faites n'importe quoi d'autre. Il n'y a pas une façon de régler un problème, il y en a plein d'autres. L'hypnose en est une, mais il y en a plein d'autres. Le gouvernement a pris quelques mesures tout de même. Les consultations, notamment remboursées par ce dispositif, sont passées de 2440 à 4800. Les créneaux sont pleins à craquer. C'est très compliqué pour avoir rendez-vous aujourd'hui chez le psy. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au gouvernement, peut-être qui nous regarde? Est-ce qu'ils en font assez pour la santé mentale chez nos jeunes? Comment est-ce qu'on fait? Alors au gouvernement, je n'ai pas grand-chose à dire. Je m'adresse le plus souvent aux jeunes. Et donc aux jeunes, je leur dis... Mais est-ce que c'est assez?
C'est ce que fait le gouvernement, de rembourser le psychologue depuis la crise Covid. Est-ce que c'est assez ça aujourd'hui? C'est un premier pas. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que les problématiques s'accumulent. Les crises comme la Covid viennent accentuer ce qui traîne depuis un petit bout de temps. Et aujourd'hui, en effet, on est en sous-effectif chez les psychologues, que ce soit dans les établissements, mais également dans d'autres secteurs. Et en effet, lorsque aujourd'hui on arrive à avoir un certain nombre d'enfants qui sont dans une difficulté telle qu'ils ont besoin d'un psy, ce qui peut être tout à fait normal, qu'on n'arrive pas à répondre à ces problématiques, je trouve ça relativement inquiétant. L'échec psy, pour vous, c'est pas suffisant? Non, et puis moi je regardais récemment, parce que je partage mon cabinet avec une psychologue qui me disait, mais on n'est pas assez, on est 1200 Bien en sûr, France. c'est pour ça que c'est plein à craquer d'ailleurs. Je prends l'exemple de la ville de Nanterre, 35 000 habitants, un psychologue référencé sur le site, 20 ou 40, peu importe le chiffre, sur la ville de Paris, on va regarder un petit peu, ils sont full, donc c'est évidemment pas suffisant, c'est louable déjà de le faire, mais c'est aussi pour ça que les gens viennent tester autre chose, tester l'hypnose, la sophrologie, sachant que l'hypnose n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Ça coûte cher une séance d'hypnose? Chez moi, à Boulogne, c'est 80 €. Certaines mutuelles le remboursent. C'est pas très cher, hein. Il y a des séances beaucoup plus onéreuses. Sachant que moi j'ai un principe aussi, c'est que n'importe qui peut accéder à l'hypnose, c'est-à-dire que si on a des moyens modestes, c'est juste de m'écrire et puis voilà, l'idée c'est quand même de pouvoir accompagner les gens. Bien sûr. Des mutuelles remboursent très très bien l'hypnose, donc ça c'est chouette. Pour pallier ce manque de place chez le psy, une formation en premier secours en santé mentale afin de détecter, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les premiers symptômes, c'est ce qui vraiment a été important, a été mis en place sur le campus de Bordeaux. Est-ce que c'est assez efficace selon vous? Alors, je n'ai pas la chance d'en bénéficier pour le moment sur mon territoire. Et que ce soit sur le campus, en tout cas, sur le lieu de vie des étudiants, qu'on puisse avoir accès facilement, en tout cas, à ces premiers soins. Alors j'ai une réponse nuancée sur la question, parce que d'un côté, en effet, si on peut aider nos camarades, parce qu'on a suivi cette formation, ça peut être tout à fait intéressant. Simplement, nous, en tant qu'élus, on nous pousse de plus en plus à décharger, parce qu'on ne peut pas être, l'élément qui va accumuler finalement tous les problèmes de tout le monde. Dans un établissement, par exemple, le mien de 2000 élèves, c'est quasiment impossible. Bien sûr. Et donc, j'aurais tendance à dire que, à ce titre, ça peut être assez compliqué et qu'un adulte aura forcément un regard différent sur la chose. Le terme de santé mentale, c'est assez récent. Il y a 10 ans, c'est vrai qu'on n'en parlait pas du tout. Comment expliquer ce nouveau phénomène? Est-ce que c'est assez pris au sérieux? Et puis surtout, comment c'est arrivé dans notre société, ce sujet de la santé mentale, notamment chez les jeunes? Ouais, pour rebondir sur la question précédente et sur celle que vous venez de me poser, les dispositifs existent à l'éducation nationale. L'école promotrice de santé, ce sont des labels. Tout existe sur le papier. Le problème n'est pas là. Moi, mais c'est la mise en œuvre. Avant d'être hypnothérapeute, j'ai été professeur dans un collège. J'ai ensuite été délégué académique à la vie lycéenne, donc en charge de ces sujets pour le rectorat de Versailles. Tout ça, ça existe. C'est juste pas mis en place parce qu'on manque d'effectifs et qu'on manque de moyens. Toujours la même chose. On ne peut pas toujours demander aux profs de tout faire. C'est-à-dire que les profs, à un moment donné, il faut aussi qu'ils enseignent leur matière. Et tout ça pour dire qu'en effet, la notion de santé mentale, on en parle parce que le Covid a déclenché et qu'en effet, on avait des taux de jeunes déscolarisés, suicidaires, qui ont fléchi. Mais le terme en soi, santé mentale existe depuis très longtemps. La seule chose, c'est la prise en compte là maintenant. Il faut absolument qu'elle s'accélère. Moi, je pourrais pas me contenter en tant que si jamais un jour j'étais politique, je pourrais pas me contenter de dire que le chèque psy c'est ma solution ou que le 30-20. C'est une des solutions. Une des solutions, ou le 30-20 ou le 30-18 pour la lutte contre le harcèlement chez les jeunes, ce soit la solution. Moi, mon avis, il est assez tranché. C'est-à-dire que quand on met en place des numéros qui coûtent des millions d'euros pour des jeunes, à quel moment déjà un jeune, un adolescent décroche son téléphone pour dire je ne vais pas bien. C'est pour moi, à un moment donné, il faudra écouter des jeunes comme Caïs pour leur dire nous voici, on a les solutions. Surtout que nous sommes sortis de la crise sanitaire il y a 2 ans maintenant. Le problème persiste. C'est même de pire en pire. Alors c'est quoi? C'est l'inflation. On a 20 ans aujourd'hui, en 2023, on ne peut pas sortir, on n'a pas d'argent, c'est aussi compliqué, ça joue sur le moral. Le chômage qui touche les jeunes, un avenir qui est quand même assez sombre. Caïs, quel est votre point de vue de ce côté-là? Qu'est-ce qui vraiment enfonce les jeunes aujourd'hui dans la dépression?
Là, c'est une question simple avec une réponse compliquée. De mon point de vue, je pense que l'un des grands facteurs qui pourrait l'expliquer, c'est cette nouvelle réforme. La réforme des retraites ? Non, cette nouvelle réforme scolaire des spécialités. Oui, c'est vrai que du bac. Du bac, exactement. Aujourd'hui, on est sur un système au contrôle continu qui nous amène finalement à être observateur de la moindre note. Et je n'ai pas besoin finalement d'être assez explicite sur la question, mais pratiquement des chiffres. Lorsqu'on regarde que sur Parcoursup, la quasi-totalité des formations prennent comme premier critère un algorithme pour établir qui passe ou qui ne passe pas. Ça ajoute un stress en plus. Ça ajoute évidemment un stress. Évidemment, et pour les parents aussi d'ailleurs, je précise. Exactement. Évidemment, ce n'est pas la seule explication, mais aujourd'hui d'avancer avec pratiquement des œillères, parce qu'on n'a aucun élément de réponse sur l'avenir qu'on pourrait avoir ou non d'ailleurs, c'est forcément un vecteur de stress. Le manque d'accompagnement des psychologues dont on parlait récemment, c'est également quelque chose qui pourrait solutionner ce genre de problématique, mais qui n'est pas suffisamment développé dans notre système scolaire. Et je pense que toutes ces raisons, avec le chômage, évidemment, avec le manque de moyens pour accompagner au niveau financier, ça peut être vecteur de choses qui nous pousseraient à aller dans le cas le plus grave, vous l'avez dit, en tentative de suicide, mais déjà avant dans des choses extrêmement compliqué. Que vous disent les jeunes qui viennent vous voir dans votre cabinet? Ils vous parlent de quoi? De l'inflation? C'est compliqué de sortir aujourd'hui? Ça coûte cher? En même temps, effectivement, Parcoursup, c'est aussi un facteur peut-être aggravant de stress chez certains lycéens. Oui, et tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, d'être bloqués. L'avenir est sombre, c'est ça. Que l'avenir est sombre. Et d'ailleurs, moi, j'ai tendance à leur prouver que, malgré tout, c'est possible de le faire. Et d'ailleurs, j'ai ramené un petit truc, je vais faire une petite démo. Alors, je suis très, très réceptive. J'ai ramené des élastiques, comme vous pouvez le voir, ils ne me servent pas. Hein, oui, d'accord. On est OK. Oui, j'ai tendance à leur expliquer en cabinet que des fois dans la vie, en fait, il suffit juste de faire ça et finalement, on peut résoudre le problème. C'est quand tout va bien. Et puis parfois, il arrive qu'on soit angoissé. Tiens, il y a la guerre en Ukraine qui arrive. Et puis il y a, qu'est-ce qu'on pourrait dire, il y a l'inflation en effet. Et puis des fois, on se dit que c'est compliqué, on va pas pouvoir le faire. Sortir. Et puis des fois, en fait, il suffit juste de se dire que, des fois, il suffit juste de se dire que en claquant des doigts, on peut y arriver. Des doigts, et là, vous faites un tour de magie, c'est pas de l'hypnose. Et du coup, la séance d'hypnose, c'est ni plus ni moins que ça. C'est finalement venir en se disant les choses vont aller mieux. Et puis, en fait, dès la première séance, on arrive déjà à libérer un doigt. Et puis, en fait, finalement, on fait une deuxième séance et puis on arrive. En fait, il faut prendre chaque problème petit à petit et ensuite on règle le gros problème à la fin. Mais il faut prendre petit à petit, on va venir débloquer les choses. Et puis, dès le moment où moi, on vient me voir en cabinet pour répondre à votre question, c'est qu'on a déjà envie d'aller mieux. Et donc, forcément, ils ont déjà la solution en eux. Il y a un des présupposés en hypnose qui dit qu'en fait, l'inconscient est un réservoir de ressources et qu'en fait, on a toutes les ressources en nous pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir aller mieux. Et donc, si vous venez me voir, c'est que généralement, vous savez que vous allez aller mieux et que... L'hypnose, c'est plus efficace que le psy? Je travaille avec mes psys. Je ne veux pas vous fâcher, mais... Alors, c'est complètement différent. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une solution rapide, une amélioration rapide, l'hypnose est la solution. Si par contre vous voulez aller retravailler le pourquoi du comment, en effet la psychologie va pouvoir vous aider. Mais là par contre on est sur plus de 10 séances, 20 séances, voilà, c'est des choses qui peuvent être plus lourdes, mais parce que ça va être aussi adapté. Moi j'ai des clients, parce qu'on ne dit pas patient, parce que je ne suis pas médecin et que c'est une thérapie, j'ai des clients qui viennent me voir et qui vont voir en parallèle un psychologue ou un psychiatre. Ça c'est OK. Oui bien sûr, on peut faire plusieurs, on peut faire de l'hypnose et en même temps de l'acupuncture et puis voir un psy. Tout à fait. Et certains psychologues me prescrivent parce qu'ils ont un élément de blocage avec leurs clients, avec leurs patients, et donc me prescrivent et en 2 séances on arrive à débloquer pour qu'ils puissent continuer leur séance de psychologie. Mais voilà, vous voyez un jeune qui a une rupture amoureuse parce que pendant le Covid tout allait bien, rupture amoureuse, il est au fond du trou, en 2 séances il retrouve le sourire et puis il reprend un peu conscience de sa mission de vie, bien si sûr, vous l'avez par là. Le stress, voilà, on était confinés pendant 2 ans, et on n'avait pas l'habitude de parler en public, on n'avait pas l'habitude de faire ce genre de choses. Là, on est complètement stressé, on n'a pas envie d'aller à l'école. En fait, grâce à 1-2 séances d'hypnose, on arrive à reprendre, à se reconnecter avec ses ressources et à faire les choses. Donc ça, c'est chouette. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis reconverti et que j'ai quitté l'éducation nationale. Bien sûr. Caïs, quelle solution, selon vous, pour que vos camarades, vous, alliez mieux peut-être dans l'avenir, dans quelques années, et pour les prochains qui arrivent?
quelle serait la solution, peut-être miracle? Alors on parle de l'hypnose, c'est l'une des solutions effectivement apportées, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour... alors Parcoursup, j'ai bien compris, on enlève, c'est ça? Peut-être pas. On revoit en tout cas la réforme du bac. C'est sûr. Pour vous, c'est l'une des clés, oui. Alors oui. Je pense déjà que l'un des bienfaits qu'on peut retrouver dans ce genre de pratique, là je parle du sport, oui. Qui révèle que finalement pratiquer quelque chose de ce genre peut être extrêmement bénéfique pour la santé, mais également pour la tête et l'accompagnement. Je pense que la réduction déjà des heures de cours pour pouvoir essayer de pratiquer une activité après les cours. Comme ça se fait beaucoup dans plusieurs pays, en Allemagne, etc. Exactement, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Il semble que maintenant l'hypnose, moi, ça serait un remède exactement, oui, que je conseillerais à mes élèves, à mes camarades, évidemment. Nous, on met en place des cellules d'écoute au lycée. C'est quelque chose qui marche, qui nous permet vraiment d'avoir à la fois un suivi, mais c'est pas notre rôle, c'est surtout la capacité d'écouter. Et l'écoute, c'est quelque chose vraiment qui est pratiquement miracle dans ce genre de remède, de problématique. Donc une solution miracle, je n'en ai pas, mais Antoine, tu le disais très bien, c'est pratiquement la somme de plusieurs petites choses qu'il faut résoudre pour arriver à un résultat probant. Et souvent, on voit une montagne, mais effectivement, c'est des petits grains, juste pour faire un peu de poésie. Merci. Si j'avais juste un petit conseil à donner aux parents là, qui vous regardent, qui ont des jeunes entre 5 et 14 ans, ils sont face à un blocage avec leur enfant, il y a une solution qui est très très simple et il n'y a pas besoin d'être hypnothérapeute pour ça. Alors, vous prenez 3 feuilles, vous dessinez sur la première feuille le problème, dites à l'enfant, voilà, dessine ton problème, et puis on n'essaie pas d'interpréter ce qu'il y a sur la feuille. Très bien, ce papier, on le déchire, on le jette à la poubelle, comme un signe finalement. D'accord, oui, bien sûr. Sur la deuxième feuille, on va dessiner maintenant la nouvelle vie. Maintenant, ta nouvelle vie, sans ce problème, ça va être quoi? Alors on dessine, des fois, ça veut rien dire. Ok, très bien, tu la gardes bien et tu vas la mettre sous ton oreiller. Et maintenant, sur la troisième feuille, c'est comment est-ce qu'on passe de ton problème à ta solution. Là, on a fait tout un chemin en hypnose parce que l'enfant, lui, il a juste besoin, ou l'ado, il a besoin de mettre une cape sur son cou pour se dire que c'est Superman. Il vit dans un monde imaginaire qui est finalement similaire à l'hypnose. Ces 3 dessins, je répète. Le problème, solution, et comment est-ce que le troisième dessin, comment est-ce qu'on arrive à la solution? Moi, je pratique ça presque à toutes les séances. Je conseille à tous les parents de le faire parce que ça coûte rien, ça prend 5 minutes et généralement. Et ça règle, ça débloque beaucoup de choses. Eh bien, merci. Eh bien, écoutez, voilà, on va prendre 3 feuilles et puis on va s'y mettre. Merci. Merci Antoine Métayer. On vous retrouve à Boulogne dans votre cabinet d'hypnothérapeute. Et puis Caïs Sefiane, je le rappelle, conseiller vie lycéenne et élu au lycée Gustave Monod à Enghien-les-Bains. Merci à tous les deux d'être venus pour parler de la santé mentale. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau du Grand JT de l'éducation. Brandon m'a rejoint, rebonjour. Et puis, en face de vous, Stéphanie Bujon, maire adjointe déléguée à la santé de Montrouge. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous avez mis en place un projet pédagogique en 2022 dans les écoles de la municipalité afin de sensibiliser les écoliers sur les habitudes de vie permettant de garder un cerveau en bonne santé. Ça tombe bien, c'est le thème de cette journée. Expliquez-nous en quoi consiste ce fameux projet pédagogique. Alors, il s'agit d'un projet pédagogique qui a été lancé par Éléonore Bayen, qui est un médecin de l'hôpital de la Salpêtrière, donc de la Pitié-Salpêtrière, pardon, et qui est aussi professeur à la fac Sorbonne Université, et qui nous a proposé un projet pédagogique autour d'un petit personnage qui intervient sur la santé du cerveau, et qui est d'ailleurs un petit personnage en forme de cerveau, dans des vidéos et y compris aussi dans un ensemble de jeux auxquels on fait jouer les enfants dans les classes. Donc ils participent, ils sont pas passifs. Oui, c'est très interactif. Et donc ce sont des étudiants en santé qui interviennent dans les classes. À Montrouge, c'est du CP au CM2, donc toutes les classes de l'école primaire. Ça fait 82 classes, je crois, à Montrouge. Et donc c'est des étudiants qui interviennent
et qui propose des activités autour des 8 thématiques qui ont été choisies, qui permettent d'avoir une bonne santé du cerveau. Quelles sont les thématiques, juste pour... Alors, il y en a 8. Alors, peut-être pas les 8, mais en tout cas les plus importantes ou... On va les faire vite. Allez-y. Donc, il faut stimuler son cerveau, donc apprendre. C'est bien, c'est pour ça qu'ils sont à l'école. Voilà. Évidemment, l'exercice physique, bouger, protéger sa tête, parce que c'est quand même là qu'est le cerveau, manger équilibré, dormir bien et beaucoup, ne pas consommer de substances dangereuses, bon, ça va de soi un peu, et se soigner régulièrement et entretenir des liens avec ses amis et sa famille. Des liens sociaux. Voilà. Grosso modo, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Bon, ça marche aussi bien pour les enfants que pour les adultes, hein, ceci dit, c'est ça qui est bien. Une question ? Peut-être pourquoi vous vous êtes arrêté du CP à la CM2, pas du tout le collège ou le lycée, c'était un choix ? Alors, dans un premier temps, on a choisi de travailler sur les écoles primaires, simplement parce qu'en tant que mairie, normalement, nous intervenons principalement on travaille principalement avec les écoles primaires. Et puis, étant donné le projet qui nous a été proposé donc, par le docteur Bayen, on a considéré que les petites vidéos façon dessin animé, ça s'adressait plus à des petits. Après, bien sûr, dans d'autres cadres et peut-être sur d'autres sujets, on sera amené à aller vers les... Et puis ça fait qu'1 an aussi, donc effectivement, déjà vous mettez en place ce programme-là. Année, là, mais bon, c'est encore tôt. Voilà. Quel retour vous avez de la part des enfants et puis des parents ? Alors, de la part des enfants, ce qu'on a constaté, ne serait-ce qu'en allant voir comment ça se passait, c'est qu'il y avait une bonne participation des enfants, que les Ils enfants, sont réceptifs. Oui. En plus, c'est vrai qu'il y a tout ce côté interactif et que donc les enfants sont très... ils participent, on leur demande de participer et ils le font avec joie. En plus, ça fonctionne sur 2 séances et ce qu'on a constaté, c'est que quand les étudiants reviennent à la 2e séance, les enfants se sont rappelés de ce qui s'était passé dans la première, ce qui est quand même un peu le but du jeu. Donc, voilà, c'est ça. Là-dessus, on est content. Et de la part des parents, alors moi, j'ai eu un retour à titre personnel parce que j'ai la chance de siéger en tant qu'élu dans un des conseils d'école où on est intervenu. Et j'ai un des parents d'élèves qui m'a dit, moi, mon enfant est rentré à la maison en me donnant des conseils sur comment soigner mon cerveau. C'est bien, c'est super, on a des petits profs à la maison maintenant. Qu'il a compris. C'est vrai que pour nous, c'est aussi une bonne nouvelle parce que nous, on tient à la prévention de tous nos Montrougiens, bien sûr, tous les habitants de la ville. Et comme toujours, on constate que les enfants sont des pédagogues formidables. C'était une demande de la part des enseignants. Est-ce qu'ils constatent peut-être une amélioration en classe de la part de leurs élèves après ce genre de séance ou pas ? Alors, la demande des parents, c'est... oui, il y a une demande notamment pour travailler autour de l'hygiène de vie, beaucoup autour des addictions aussi aux écrans. On en parle un peu. Ah oui, ça c'est un sujet effectivement qui est très présent. Donc, et puis évidemment l'exercice physique, de la sédentarité et de l'exercice physique qui va contre ça. Donc oui, bien sûr, il y avait une demande. Pour rien vous cacher, c'est vrai que quand moi et ma collègue Yann Lan Nguyen, qui est aussi médecin et qui est conseiller municipal à la prévention, quand on a été élus, c'était en plein Covid. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, les demandes des parents, elles étaient plus axées sur d'autres sujets et c'est pour ça qu'on a commencé l'année dernière. Ça a été difficile, les masques, pour les enfants à l'école. CP, en plus, c'est des petites classes, on apprend à lire. Pas tant que ça, non. On a constaté, moi je me rappelle avoir discuté avec les directeurs d'école à ce moment-là, qui nous ont dit que finalement, ils avaient accepté ça. S'adaptaient. Et puis voilà. Et les ateliers fonctionnent surtout en groupe. Donc l'animateur, l'étudiant en médecine est là avec les élèves avec toute la classe et ça fonctionne avec un seul groupe. Tout à fait. Ils interviennent en binôme d'étudiants avec la présence de l'enseignant sur place et donc ils animent des ateliers. Je crois que c'est 2 ateliers qui doivent durer 1 heure à peu près. Voilà. Et effectivement avec le groupe et toute la stimulation que ça peut apporter. Alors pourquoi avoir choisi des étudiants en médecine pour animer ces ateliers et peut-être pas des psychologues ou des médecins ?
Alors, le principe, là, c'est le principe du service sanitaire en santé, non, du service sanitaire, pardon, oui. Qui est demandé depuis 2018, je crois, à tous les étudiants en santé. Dans le cadre de leurs études, donc en deuxième année, on leur demande de faire un exercice de prévention sur le terrain. Et comme effectivement, notamment du fait que cette conseillère municipale qui travaillait avec moi est médecin, elle avait été mise au courant de ce dispositif. Donc ça nous permet à la fois de faire de la prévention dans nos écoles et puis d'aider à la formation de peut-être nos futurs médecins, parce qu'on en manque toujours. Bien sûr. Le projet est assez récent. Vous avez des objectifs pour les prochains mois, prochaines années, notamment pour 2024, pour développer ces ateliers ? Alors, nous, pour ce qui est de la santé du cerveau, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir communiquer de plus en plus et se rapprocher des parents aussi, parce que même si les enfants enseignent bien la santé du cerveau à leurs parents, ça peut marcher dans l'autre sens aussi, bien sûr. Et puis, par ailleurs, effectivement, nous, on voudrait mettre en place des ateliers de prévention, pas forcément sur ce sujet-là, mais effectivement sur les niveaux supérieurs, collège, lycée, etc. Vous parliez des parents, il y a aussi un sujet extrêmement important, c'est évidemment les inégalités. On le voit notamment pour la santé mentale, les inégalités sociales entre les enfants. Oui, c'est un sujet qui est intéressant. C'est vrai que nous, on ne les a pas traités directement. On travaille un petit peu dessus, mais c'est plutôt au niveau du collège qu'on intervient sur les questions de harcèlement, de consentement, d'activités de ce type. Oui, là, vous allez continuer donc jusqu'à la fin de l'année, c'est ça ? C'est combien de fois par mois les interventions ? C'est simplement 2 séances dans l'année. Dans l'année, donc c'est 2 séances dans l'année, d'accord. Voilà, qui ont eu lieu là, je crois sur mars-avril à peu près, et on recommencera l'année prochaine. Alors, dans les 8 items que je vous ai cités, bien sûr, ils sont tous sont évoqués chaque année. Oui. Simplement, on appuie sur un item à la fois. Par exemple, je crois que cette année, c'était effectivement sur le fait de protéger sa tête. D'accord. Voilà, quels sont les risques, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger sa tête, quels sont les risques si on se cogne, si on tombe. Bien sûr, il y a plein de choses effectivement à savoir. Sur le vélo, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas Stéphanie Bujon, maire adjointe déléguée à la santé de Montrouge. Brandon, tu restes avec moi. Ce sera ta chronique vue à l'étranger tout de suite. Et aujourd'hui, Brandon, vous allez revenir dans cette chronique vue à l'étranger sur un fléau qui gangrène la société japonaise, c'est le harcèlement scolaire. Effectivement, Mathilde, c'est un pays, le Japon, qui est réputé dans l'espace public pour sa sécurité. Paradoxalement, au pays du soleil levant, la sécurité dans les établissements scolaires n'est pas du tout assurée. C'est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis ces dernières années. C'est même malheureusement devenu un sport national, si on en croit une récente étude du ministère de l'Éducation nationale qui révèle qu'en 2022, plus de 610 000 cas de harcèlement ont été recensés dans les écoles japonaises. Un chiffre aussi élevé, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du Japon. Et les chiffres sont assez surprenants si on regarde notamment le cas des harcèlements dans les écoles maternelles. 500 000 cas de harcèlement, 100 000 cas dans les collèges et 14 000 dans les lycées. Pour vous donner un exemple de l'ampleur du phénomène, c'est 200% de plus qu'en 2016. Selon la chaîne publique NHK, 368 enfants se sont suicidés après avoir été harcelés en 2022. Là, c'est majoritairement des lycéens, un chiffre qui dépasse pour la 4e année consécutive la barre des 300 cas. Avec des chiffres aussi importants, le Japon est devenu le premier pays industrialisé où le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes, alors que dans les autres pays du monde, c'est surtout les accidents de la route. Et le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale, Shinsuke Suematsu, en poste depuis août 2022, il s'est exprimé il y a quelques jours dans une conférence de presse sur le harcèlement scolaire qui explose. Il a dit « La situation est extrêmement préoccupante. Je veux mettre en place un dispositif approprié avec plus de conseillers scolaires. J'entends aussi faire des efforts pour rendre pleinement opérationnelle la loi sur la prévention des harcèlements », assure le ministre de l'Éducation nationale. Il a quand même fallu attendre une affaire très médiatisée en 2013 où un enfant, un lycéen, s'était suicidé suite à des brimades de la part de ses camarades de classe pour qu'une loi entre enfin en vigueur pour la première fois au Japon. Eh oui, une loi qui n'a pas encore fait toutes ses preuves aujourd'hui. Effectivement, parce que pour qu'elle fasse ses preuves, il faut déjà traiter le gros problème à la racine. Et la racine ici, c'est surtout les enseignants
enseignants dans ces établissements et les directions d'école. Mais au Japon, le problème, c'est que la philosophie n'est pas du tout à la dénonciation, c'est même pas du tout dans la culture du pays. Les écoles ont tendance surtout à nier l'existence du harcèlement pour conserver leur bonne réputation. Lorsqu'un suicide se produit, les enquêteurs mettent des mois, voire des années pour présenter leurs conclusions, à tel point que parmi les suicides qui ont eu lieu en 2022, pour 188 cas d'entre eux, aucun motif n'a été établi par les autorités. Alors au Japon, il y a des outils pédagogiques qui existent pour prévenir et agir contre le harcèlement scolaire et ça passe aussi par la lecture. Exactement, c'est notamment le cas avec les mangas, c'est bande dessinée extrêmement populaire, notamment chez les jeunes qui ont énormément d'influence, surtout depuis ces dernières années. Il y a de plus en plus de mangas qui, notamment ces derniers mois avec les influenceurs sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, qui s'approprient ce problème de phénomène du harcèlement scolaire. Jusque-là, les harcèlements étaient souvent banalisés dans les mangas, à un moment où, dans les histoires racontées de ces mangas, les écoles occupent une place importante. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mangas qui sont devenus des outils au service, alors à la fois des enfants harcelés, forcément, c'est les premiers concernés, avec des conseils notamment, mais pas que. Les bandes dessinées japonaises viennent aussi interpeller les harceleurs et les potentiels harceleurs avec énormément de mise en garde très subtile. Et est-ce qu'il existe, Brandon, des démarches privilégiées par les parents pour lutter justement contre le harcèlement ou pas? Alors les écoles étant souvent accusées de mollesse, notamment les directions d'établissement, on a des parents d'élèves qui se dirigent de plus en plus vers des détectives privés pour obtenir des preuves de harcèlement dans le but de faire forcément bouger les directions d'école, les professeurs, mais également aider les enquêteurs. Et il y a même des assurances qui commencent à voir le jour depuis janvier 2023 avec des sortes de packs qui englobent à la fois les frais pour un éventuel changement d'établissement scolaire, également l'achat de tenues, ces uniformes qui coûtent extrêmement cher et qui sont pris en charge à 100% par les parents. On a aussi l'indemnisation des frais de justice en cas de problème, de procès avec un autre élève et des aides, des financements avec les avocats notamment pour donner des éléments aux enquêteurs. Petit à petit, on voit que les parents prennent le problème à bras-le-corps eux-mêmes. Ils s'organisent avant peut-être une réponse concrète des autorités, notamment du ministre de l'Éducation nationale qui annonce une prochaine conférence de presse dans les prochaines semaines pour annoncer de nouvelles mesures. Un fléau, en tout cas, on le voit, qui touche le monde entier. Le Japon, effectivement, c'est absolument catastrophique. Merci beaucoup, Brandon. Et tout de suite, ce sont les souvenirs d'écoliers avec Malika Ménard. Et en CM2, tu te mets à être une très bonne élève? Ouais. Parce que tu perds du poids, parce que tu as envie de vivre en fait. Parce que je me fais des amis, parce que j'ai envie de vivre, exactement comme tu dis, parce que j'ai envie d'être dans la vie, accrochée, parce que oui, je me fais plus confiance, parce que j'ai envie de plaire à la maîtresse. Madame Liberge, je crois qu'elle s'appelait comme ça. La professeure ouais, c'était la maîtresse de CM2. Et envie d'avoir des bonnes notes. Et après, tu deviens quel genre d'élève? Après, je deviens une grosse faillotte. Donc, Mais là, tu peux encore te faire détester. Ben, je me fais un peu détester, mais encore heureux, je suis dans un collège où il y a pas mal de faillots. Ah, voilà. Donc, beaucoup d'amis faillots autour de toi. Beaucoup d'amis faillots. Beaucoup de premières de la classe, de machin, on forme des bandes de faillottes. Et après, comme je suis déléguée... En plus? Ouais, ah bah oui, je suis évidemment déléguée de la classe, mais je m'engueule aussi avec certains professeurs quand je suis pas d'accord. Quand même. Ouais. Donc pas tant faillotte que ça. Bah, faillotte / insolente. Donc en fait... Possible ça? Ouais, je mettais quand même de l'ambiance à certains cours, ce qui fait que je me suis pas trop fait traiter de faillotte. Et en plus, parce que les élèves savaient que pour que je les défende au conseil de classe, il fallait qu'ils m'aient quand même dans la poche. Et t'as gardé des amis de cette époque-là? Écoute, j'ai gardé quelques amis du collège que je revois de temps en temps... Mais je me suis fait surtout des amis après. Mais c'était une ambiance incroyable. Mais mes amis, c'était les profs. Hein. Donc tu vois encore tes profs, quoi. Je suis restée longtemps en contact avec mes professeurs de français. Ouais, je leur écrivais des lettres. Pour leur dire quoi? Ah, mais parce que j'avais du beau papier à lettres, du matériel de calligraphie. Je leur écrivais une lettre quand la fin de l'année approchait en leur disant je suis triste à l'idée de notre séparation future et je tiens encore à vous remercier pour tout ce que vous m'avez appris. Et ensuite, j'avais un petit C'est bien, t'as de la gratitude. Ah bah ouais. C'est rare de voir un élève faire ça quand même. Ah, je pense qu'elles ont dû les garder, ces lettres. J'étais hyper reconnaissante et j'avais un pot pourri et je mettais des petites pétales séchées dans l'enveloppe que je laissais dans leur casier. C'était intense.
T'étais intense. C'était beaucoup. Mais ça, c'est quoi? C'est CM2 et tout le collège? Ça, c'est tout le collège comme ça. C'est tout le collège, ce niveau d'intensité. Mais qui fait ça au collège? Personne. J'ai jamais rencontré, à chaque fois que je témoigne de ça, j'ai jamais vu personne d'autre faire ça. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intense. Peut-être Emmanuel Macron avec sa prof de français qui est aujourd'hui sa femme, tu vois. Pour des raisons particulières. Voilà, pour des raisons particulières. Mais toi, c'était chaque professeur de français seulement. C'était les professeurs de français, mais j'avais eu des super professeurs de français qui étaient géniaux. Et donc, résultat, je les aimais énormément. Mais tu avais quand même d'abord une appétence pour cette matière. J'avais une appétence pour cette matière, mais aussi en troisième, on avait une prof de français qui n'était pas terrible. Ah, elle avait quand même les petites fleurs séchées? Non, alors elle en avait pas. Elle, au contraire, j'avais fait partie d'un circuit où on avait organisé une triche collective dans la classe, tu vois, en faisant circuler les réponses. Ouais. Et donc, non, elle, je lui avais bien mis la misère, tu vois. Mais c'était animé quand même. C'était animé, c'était trop ou pas assez. Mais tu vois, j'aimais ou trop fort ou pas du tout. Mais quand j'aimais pas les profs de français, je les trouvais nuls. Vraiment, il fallait. Et c'était ta matière préférée, ça, ouais. Je le comprends. Et il y avait une matière cauchemar? Les maths. Les maths, mais les maths et la physique-chimie, les profs de maths me détestaient, ils me trouvaient vraiment... Mais je pense que j'étais... c'est pas débile, c'est pire. Enfin, genre vraiment, mais encore aujourd'hui, je compte sur mes doigts. Genre, je suis attardée. Enfin, genre, j'ai pas le... T'as un rejet, quoi, pour cette rejet matière. Total. Le pire, c'est qu'en physique-chimie, je sais pas pourquoi, j'étais quand même un peu... si le prof était sympathique, je faillotais quand même, mais je comprenais pas. Donc, en fait, je posais plein de questions et le prof répondait. Mais les toi, élèves, tu comprenais. et je comprenais. Et j'étais toujours à côté de la plaque, mais ça mettait un peu d'ambiance, ça sortait du sujet. Donc, il y avait quand même une volonté d'essayer de comprendre. Les profs de physique-chimie m'aimaient bien, ils étaient en mode, elle est nulle, mais elle est sympathique. Ils n'avaient pas de fleurs non plus. Ils n'avaient pas de fleurs, ça c'était les profs de français. C'est que les profs de français. Ah ouais, que les profs de français. Et au lycée, tu continues? Au lycée, je continue en seconde en plus, genre grande joie, je retrouve une prof de français que j'ai eue au collège. C'est possible ça? Bah ouais, c'était le même collège-lycée, c'était à Montaigne. Et donc elle, alors c'est reparti pour les mots, Et sauf qu'une fois, tu veux une anecdote avec cette prof de français, en seconde, elle nous donne notre premier commentaire composé. D'accord. Sur un truc hyper difficile, un truc dans Montaigne, la Tour, etc. Et elle nous le donne et on a 15 jours pour le faire, donc du temps... Et en fait, gros blocage, je n'arrive pas à écrire mon premier commentaire composé. Parce que t'es stressée? Trop stressée, j'ai pas... T'as envie de bien faire. J'ai envie de bien faire, je me mets trop la pression. Et donc le jour où il faut rendre le devoir, c'est la première fois que ça m'arrive, je dis je l'ai oublié chez moi. Et à la sortie, elle me dit attends-moi Rosa. Et ensuite on va dans le couloir et elle me dit est-ce que c'est vrai, tu l'as oublié? Et là je fonds en larmes et je dis je suis pas arrivée. Et donc elle me dit le mieux est l'ennemi du bien. Je te donne un délai et vas-y, reprends-toi, quoi. Et je me suis réattelée et j'ai eu une bonne note et j'y suis arrivée. Et ensuite... T'es très angoissée, alors, quand même. Oh, ouais. Parce que tu veux... T'es exigeante, en fait. Oui, je suis exigeante, je me mets la pression, j'arrive pas à tout faire. Mais bon, cette prof de français m'a beaucoup aidée. Toi, t'es comme ça aussi? Tu te mets la pression? Ouais, j'ai pu être bloquée par peur de mal faire, en fait, oui. Ah ouais. Mais bon, il m'est déjà arrivé même d'inventer des absences quand je savais que j'avais pas assez bien travaillé. Parce que je voulais vraiment avoir la meilleure note. Être au top. Ouais. Donc, t'étais faillotte ou pas? Non, par contre. T'étais populaire? Un peu des deux. Enfin, il y avait des cours où je me mettais au premier rang, mais parce que j'étais en retard. Comme dans la vie. Donc, il ne te reste plus que la première place, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dont personne ne veut. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Rosa Burstein pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci beaucoup Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV, c'est le Zap. Lancer le débat sur des prépas citoyennes, si je peux les appeler comme ça, pour réinvestir le champ politique sous l'angle de l'action et non plus du militantisme politicien. Et c'est vraiment ce qui a présidé à l'envie de lancer cette Académie des futurs leaders, Alice. Il y a plusieurs constats à l'origine. Le premier, c'est qu'on est face à une nouvelle génération de militants, d'activistes, d'entrepreneurs sociaux qui arrivent à déplacer des montagnes, de plus en plus jeunes d'ailleurs. Je pense au mouvement comme Fridays for Future, lancé par Greta Thunberg. Et en face, il y a une espèce de dépolitisation aussi. Le mot politique, c'est un mot, on a l'impression que ça fait un peu peur. Souvent, je fais des conférences et je demande... qui est dans un parti politique. Il y a très, très peu de gens qui lèvent la main et de moins en moins. Et je trouve ça assez triste. Et l'idée de l'Académie, c'est de pouvoir reconnecter les personnes qui changent les choses à leur échelle, qui font de la politique sans le savoir,
au monde politique, un peu en leur donnant envie d'avoir envie, et sachant que c'est des personnes qui ne vont pas postuler par elles-mêmes, on recrute que par nomination. Donc c'est des personnes qui, aujourd'hui, incarnent déjà des combats sociaux, environnementaux, ou sur la démocratie, qui est un gros sujet. Isabelle Giordano, un petit peu plus d'1 an et demi de mandat, on l'a dit. Est-ce que vous avez changé votre regard sur la jeunesse entre il y a 1 an et demi et aujourd'hui ? C'est peut-être pas mon regard qui a changé, c'est la jeunesse qui a changé depuis le Covid. Elle souffre, elle va pas bien. La santé mentale, vous avez les chiffres comme moi, augmentation des tentatives de suicide, etc. C'est une jeunesse qui est assez déprimée, qui en plus est face à des événements comme la guerre en Ukraine, l'éco-anxiété. Donc du coup, je pense que brandir l'espoir, brandir une vision de l'avenir, non pas optimiste, mais en tout cas, avec montrer la France ou le monde à 360 degrés, avec ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien, et ne pas se contenter de regarder uniquement ce qui va pas bien, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a un peu l'impression, quand on regarde les informations, on a l'impression que c'est le journal des mauvaises nouvelles. Donc je pense qu'il faut leur redonner de l'espoir, et puis surtout par rapport aux plus faibles. Moi, ce qui m'intéresse dans mon métier tous les jours, c'est pour ça que je le fais, j'ai envie d'être utile pour les plus vulnérables. Donc ceux qui disent, voilà, je n'ai peut-être pas la bonne couleur de peau, mais quand je me présente à un emploi ou quand je me présente en master ou même tout simplement à l'université, j'ai moins de chances que d'autres de réussir. Mais ça, le gouvernement n'entend pas. Souvent, on objecte ça, on l'entend dans les débats. Alors, je comprends, c'est dur à endosser. Mais vous, à votre niveau, j'imagine que ce n'est pas la mission, ce n'est pas le travail de la Fondation, mais il peut y avoir un travail de lobbying de la part de plusieurs fondations, de plusieurs associations. À l'inverse, je pense que c'est le boulot des fondations, c'est le boulot des entreprises, c'est le boulot de tout le monde. Les entreprises ont une responsabilité citoyenne, républicaine, civique, et tout le monde sur cette terre a une forme de responsabilité, et ce n'est pas au gouvernement de régler tous les problèmes de discrimination. Oui, bien sûr, ils font leur part, et je pense qu'effectivement, il y a une grande partie quand même qui est faite avec des lois et avec un cadre qui empêche les discriminations. Mais quand on voit qu'il y a quand même des inégalités, je le répète, nous sommes le pays le plus inégalitaire d'Europe. Un jeune qui est pauvre, qui est d'origine modeste ou qui est d'origine ouvrière ou qui vit dans une zone rurale a moins de chances de réussir ses études, son épanouissement professionnel et aussi son épanouissement personnel. Ça fait beaucoup quand même, il y a beaucoup d'embûches. Donc nous, notre boulot, c'est d'enlever les bûches. Voilà, le boulot des fondations qui est de financer les associations et dont certaines sont déjà venues à cette table. Je pense à Article 1, Télémac, Nos quartiers ont du talent, Eloquentia, Mosaïque RH. Voilà, il y a beaucoup d'associations. D'ailleurs, on a pris le soin de les regrouper dans un lieu que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'Ascenseur, qui porte bien son nom, qui est à Paris, à côté de la Bastille, un lieu symbolique. Il y a une vingtaine d'associations qui sont là uniquement pour l'égalité des chances et pour la formation de la jeunesse. Eh bien, ce sont ceux-là que nous souhaitons aider. On veut leur donner du pouvoir et c'est comme ça qu'on arrivera petit à petit à régler ce problème des inégalités et des discriminations. Et je le répète, l'enfant qui va à l'école, qu'est-ce qui se passe après 16 heures ? Il y a ceux qui vont faire du cheval, du tennis, etc., ou qui ont la chance d'avoir quelqu'un qui va les aider à faire leurs devoirs, ou il y a des gens qui ont beaucoup de livres chez eux. Il y a ceux qui n'ont rien et c'est ceux-là qu'on peut aider notamment avec des associations. Je pense notamment à une super asso qui s'appelle Coup de pouce, qui est là justement pour aider les jeunes depuis le primaire à faire leurs devoirs après 16 heures. L'après 16 heures, c'est là que se jouent vraiment les inégalités. Dans ce programme, si vous voulez... Moi aussi j'ai un message à faire passer. Si on reconnaît que le dérèglement climatique est la répétition des pandémies, comme le problème de sécurité mondiale. Marc Bérébi, vous êtes un des cofondateurs du Collège citoyen de France. Vous voulez nous dire quoi, justement, en nous interpellant avec cette vidéo, que réussir à faire des actions militantes, par exemple, envahir des plateaux, prendre la parole, hacker en quelque sorte le débat, ça peut être une chose. Le faire quand même avec certains codes et une certaine méthodologie, fût-elle citoyenne, c'est mieux ? C'est ça, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir, ces personnes ont les idées qui sont nécessaires aujourd'hui, mais qu'il leur manque les outils. Et nous, ce qu'on fait au Collège citoyen, c'est qu'on leur offre les outils, on leur permet de pouvoir passer du stade de l'idée, de la volonté, au stade de intervenir sur les politiques publiques, devenir candidat, être élu et jouer un vrai rôle en politique. Voilà une étude qui tombe à point nommé alors que l'Assemblée nationale vient de transmettre au Sénat une proposition de loi relative à la prévention de l'exposition excessive des enfants aux écrans. Cette étude a été publiée par l'INSERM. Elle étudie le temps d'écran total par type d'écran des enfants de moins de 6 ans. Le temps passé par ces enfants devant les écrans, il a augmenté ces dernières années en France et on en parle avec un des meilleurs spécialistes français du sujet, le psychiatre Serge Tisseron, qu'on est très heureux d'accueillir. Serge, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première information importante, on va donner les chiffres, les heures,
mais ce qu'on peut retenir, d'abord, c'est qu'on n'est pas égaux devant les écrans. Certains enfants, ils sont nettement plus exposés que d'autres. Oui, tout à fait. D'abord, il faut préciser que l'étude porte sur des chiffres recueillis avant 2017. Depuis, il y a eu le confinement et probablement les chiffres que vous avez évoqués, dont on va parler encore, sont encore supérieurs. Donc, raison de plus de s'alarmer. Alors, effectivement, on n'est pas tous égaux par rapport aux écrans. On le voit bien dans l'étude, puisqu'il y a déjà des disparités géographiques importantes. Et c'est quand même une tentation de mettre ces disparités géographiques en relation avec le fait qu'il y a aussi des disparités sociales importantes. Les personnes issues de l'immigration, les mères célibataires, la pauvreté. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que les régions qui sont économiquement plus sinistrées ou les régions qui sont traditionnellement des régions d'accueil de migrants sont des régions dans lesquelles les temps d'écran sont supérieurs. Et cette question de l'inégalité sociale, elle est hélas trop souvent oubliée. Et c'est important que cette étude vraiment nous la mette sous le nez. Parce que là, oui, c'est flagrant. Ils en parlent tout de suite dans cette étude de l'INSERM. Deuxième inégalité, une égalité garçon-fille, au détriment, j'allais dire, cette fois des garçons. Les garçons sont plus devant les écrans que les filles. Alors, pourquoi? Peut-être que les mamans apprennent plus des activités à leurs filles, on ne sait pas. En fait, c'est aussi une voie ouverte pour la recherche. Peut-être aussi, les filles sont plus intéressées par des activités plus manuelles, les garçons sont plus physiques, et donc du coup, quand ils n'ont pas la possibilité de trouver un terrain de jeu à l'extérieur, eh bien, ils regardent des choses très mouvementées, des programmes dans lesquels il y a des personnages qui ont des activités physiques. Du coup, c'est un petit peu comme si eux les avaient par procuration. L'idée de pouvoir rejoindre cette nouvelle promo, justement, c'était d'abord pour vous donner un moyen d'avoir un tremplin de compréhension justement de ces institutions, de ce monde politique, où l'idée de se dire que, en allant rencontrer aussi d'autres personnalités d'exception parce qu'elles font des choses dans leur vie de tous les jours qui ressortent de l'ordre de l'exceptionnel, encore une fois. Il y avait aussi cette idée d'aller en interaction avec les autres, de brainstormer, d'avoir des idées qui fourmillent pour pouvoir faire lien dans la société. Marjorie, vous avez tout dit. Oh, c'est beau. Drop the mic. On a fini l'émission. Merci, à demain. Non, je rigole. Non, mais sincèrement, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que quand on commence à travailler, ça fait 12 ans que je porte le projet Social Builder, quand on se confronte à la complexité des problématiques sociétales qu'on adresse, on se rend compte qu'on ne peut être qu'un collectif pour les adresser, avec de multiples potentialités et des bribes de solutions qui s'ajoutent et qui font synergie. Donc d'aller à la rencontre d'autres acteurs qui prennent leur sujet par certains bouts et du coup, je dirais, d'avoir une conscience plus large de comment son sujet s'intègre dans une problématique beaucoup plus large, c'est ce qui fait qu'on ira plus loin. Voilà. Et je pense que ça, c'est l'essence même aussi de l'humilité de ce qu'on fait, c'est de dire qu'on apprend en permanence, qu'on découvre, qu'on défriche, qu'on est dans des test and learn perpétuels et que les autres aussi ont une partie de la solution. Et par ailleurs, nous, on porte une politique publique et donc quand on a un acteur du terrain avec des solutions qui ont montré leurs preuves mais qu'à un moment on veut les généraliser, il faut vraiment pouvoir porter ces politiques au bon endroit avec les bonnes personnes et les bons leviers. Et ça, il y a des techniques réelles et qui peuvent être beaucoup plus efficaces qu'aujourd'hui on saurait le faire seul. Voilà. Vous nous parlez en cette récré de drôles de sculptures de trolls dispatchés un peu partout dans le monde. C'est dû à un artiste. Et oui, je vous en parle parce que justement l'artiste qui a fait ça, un Danois, Thomas Dambo, vient d'installer sa 100e œuvre. Donc il s'agit en effet de trolls, comme un clin d'œil aux héros de son enfance, puisqu'en Europe du Nord, il y a beaucoup de trolls dans les contes, et la plupart du temps, ils vivent dans la forêt. Et donc il s'est dit, je vais faire pareil, je vais sculpter des trolls dans la forêt. Exactement, et en plus, c'est une œuvre écologique, puisqu'il n'utilise que du bois recyclé, beaucoup de palettes notamment qui lui sont données. Alors vous voyez des images, on va en voir, chaque œuvre est différente, ça se passe toujours dans une forêt. D'accord, il y en a 100. On peut les voir dans quelle forêt il est allé? Alors déjà, il y en a une trentaine au Danemark, normal. Logique, il est danois. L'artiste est originaire, mais il y en a en Chine, regardez. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Belgique. Et bien sûr, il y en a en France. Wow, et donc, pour le voir en France, il faut aller dans le parc d'attractions Elfie Park Ardennes. C'est dans l'est de la France. Et voilà pour le Zap. On se retrouve évidemment demain. Le Grand JT, c'est fini. Aujourd'hui, à la Réal, Mani. Au son, Alexis. Au maquillage, Emma. Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. À demain. Bonne soirée.